Le selfie est un des phénomènes culturels les plus polémiques de la dernière décennie. Choisi en tant que mot de l'année en 2013 par le Oxford Dictionary, le mot suscite débat et controverse. Il y a les pro-selfies et il y a les anti-selfies. Mais au final, pourquoi choisir un camp? Bon, mauvais, c'est peut-être la question qui est réductrice. Le selfie est multidimensionnel. Ses qualités morales et esthétiques doivent être évaluées au cas par cas. Un élément crucial est souvent absent lorsqu'on parle du selfie, une reconnaissance de sa filiation avec une pratique artistique riche et reconnue, l'autoportrait. Vieille de plusieurs siècles, l'histoire de l'autoportrait est une manifestation fascinante de conscience de soi et de représentation. Et elle offre une perspective utile à la compréhension du selfie. Prenons le temps d'examiner les liens qui existent entre quête existentielle et représentation graphique. Les premiers autoportraits remontent à l'Antiquité. Certains ont aussi été produits pendant le Moyen Âge, mais la conception de l'artiste était différente à l'époque. L'artiste était un artisan au service d'un client, soit la religion, soit la bourgeoisie. La notion de signature individuelle ou de génie artistique n'était pas du tout répandue jusqu'à la Renaissance. C'est au 14e siècle que les artistes se sont mis à se peindre eux-mêmes de manière significative. En fait, ils se sont mis à se peindre dans leurs propres fresques, à photobomber leurs fresques. Bref. Si jamais vous visitez la chapelle Sixtine, prenez le temps d'identifier Saint Barthélemy sur la fresque. Le personnage barbu, chevauchant des nuages, tient une peau dont le visage serait peint à l'image de celui de Michelangelo. Un des pionniers de l'autoportrait est l'artiste allemand Albrecht Dürer qui s'est peint à différents moments de son existence. Ce tableau, peint en l'année 1500, est certainement son plus connu. Le regard de l'artiste confronte celui du spectateur et la pose quasi-religieuse évoque certaines représentations christiques. S'agit-il de fierté ou de vanité, ou est-ce simplement un artiste contemplant le pouvoir de création? Certains historiens affirment que Leonardo da Vinci se serait dessiné lui-même. Caravaggio, lui, se donne le rôle d'un Goliath décapité à la suite de son combat avec David. Et puisque nous en sommes à parler de décapitation biblique, voici Judith décapitant Holoferne. L'artiste, Artemisia Gentileschi, a donné à Judith ses propres traits, et Holoferne est représenté sous les traits d'Agostino Tassi. Tassi était le mentor de Gentileschi, mais aussi son violeur. Il s'agit d'une des images les plus saisissantes sur lesquelles nous soyons tombés dans nos recherches sur l'autoportrait. Chez les Hollandais, la figure de proue est incontestablement Rembrandt, véritable machine à autoportrait. Il en a créé près d'une centaine, formant une sorte de journal visuel couvrant une période de 40 ans. Il est intéressant de noter qu'avant l'invention de la photographie, la représentation picturale était la seule manière de garder une trace de l'évolution de son apparence physique. Ceux qui en avaient les moyens faisaient faire leurs portraits par des artistes. Les artistes, quant à eux, étaient les seuls à avoir les aptitudes nécessaires à la production de leur autoportrait. Et ils en ont fait beaucoup. Van Gogh s'est représenté 37 fois en 3 ans. Dans ses autoportraits, il exprime ses émotions changeantes et la fragilité de sa santé mentale avec beaucoup de talent et d'honnêteté. Egon Schiele a fait près d'une centaine d'autoportraits dans lesquels il représente son corps de manière crue, torturée et sensuelle. Picasso mérite aussi une mention. En constante évolution, les autoportraits naturalistes de son adolescence font éventuellement place à un fort niveau d'abstraction, voire un aspect enfantin vers la fin de sa vie. Frida Kahlo a réalisé 143 autoportraits. Encore et encore, son visage exhibe la même expression stoïque. Dans ses tableaux, elle exprime la douleur physique, les soubresauts de sa vie amoureuse et évoque souvent l'infertilité. L'invention de la photographie transforme à jamais la pratique de l'autoportrait. Il existe maintenant un outil pour capter des images sans l'action de la main, par l'action de la lumière. En fait, une des toutes premières photographies est un autoportrait, ce daguerreotype expérimental du chimiste Robert Cornelius. L'invention crée toutefois de nouvelles contraintes techniques. L'enregistrement se fait à la vitesse de l'éclair, le photographe ne peut donc pas se déplacer assez vite pour faire partie du champ, à moins qu'il trouve des manières de contourner cette contrainte, ce qu'il fait assez tôt d'ailleurs. On utilise des miroirs, des retardateurs, des cabines photographiques, on tient la caméra à bout de bras ou avec un bâton. Mais au-delà de la créativité engendrée par les contraintes, l'autoportrait photographique devient plus qu'une simple technique. Il devient un médium d'auto-représentation particulièrement subjectif. On doit choisir les limites du cadre, la pose à adopter, l'expression faciale, le moment où le déclencheur sera activé et le lieu.
il s'agit d'une nouvelle forme artistique à part entière, ce qui explique l'intérêt exprimé à son endroit par tant de personnalités intéressantes avant que la pratique devienne le phénomène culturel que nous connaissons aujourd'hui. Voici Madonna en 1984. Elle étudie l'angle, le profil et le flash du Polaroid donne à son visage une lueur semblable à celle d'un filtre Instagram. La Material Girl a-t-elle inventé le selfie tel qu'on le connaît aujourd'hui? Peut-être. Et que dire de cette photo incroyable prise en 1909 par le photographe Joseph Byron? Le voici dans une pose similaire, en 1920, accompagné d'un groupe d'amis. Il y a aussi l'avant-garde, les artistes contemporains qui repoussent les frontières et propulsent la forme dans la stratosphère. Voici Hugh Locke. Il s'est photographié à l'intérieur de sa propre installation. Et il y a Lucy Hilmer. Elle s'est photographiée dans ce qu'elle appelle son birthday suit à chaque année depuis 40 ans. Mais même si l'autoportrait photographique existe depuis le 19e siècle, il n'est devenu un phénomène de masse que depuis 2010, année de la fusion entre les caméras numériques et les téléphones cellulaires. La question qui nous intéresse est donc la suivante. Quelle est la différence entre un autoportrait et un selfie? Pour y répondre, retournons à notre définition du Oxford Dictionary. Selfie, une photographie que quelqu'un a prise de lui-même, typiquement réalisée avec un téléphone intelligent ou une webcam et partagée sur les réseaux sociaux. Pour Alice Tiefenthal, une série de prérequis ont été nécessaires à la naissance de ce phénomène culturel, notamment le concept de la caméra réseautée. La caméra réseautée est un hybride intéressant, un appareil qui permet de capter, partager et consulter des images. Les caractéristiques nécessaires à son fonctionnement sont la possession d'un téléphone intelligent avec caméra intégrée, la disponibilité d'une connexion Internet sans fil et l'existence de plateformes de publication. La caméra réseautée permet de concevoir le selfie en tant que phénomène hybride qui fusionne l'esthétique de l'autoportrait photographique avec les fonctions sociales des communications interpersonnelles. Le selfie représente une démocratisation de l'autoportrait, un sous-genre de la forme, sa composante déterminante étant la communication instantanée. Cela dit, le selfie est souvent associé à une forme d'expression narcissique. Mais qu'est-ce que le narcissisme? Un intérêt excessif, voire une admiration de soi-même et de son apparence physique. Et oui, il existe certainement un aspect narcissique à l'iconographie du selfie. Une recherche rapide du mot-clé sur Instagram démontre que plusieurs personnes prennent un plaisir récurrent à documenter leur apparence physique. Mais même si en tant que pratique, le selfie peut engendrer des résultats narcissiques, ce serait erroné de croire que par extension, tous les selfies sont narcissiques. En fait, en observant de plus près, on se rend compte que certains selfies expriment la mélancolie, d'autres sont des preuves de présence, certains expriment la joie, la fierté, et certains sont une forme d'introspection orientée vers l'interaction. Comme l'auteur Rachel Syme l'a écrit, questionner quelqu'un sur ce qui l'a poussé à publier son propre portrait peut être une étape importante vers la compréhension de cette personne. Les selfies invitent cette question, et chaque portrait publié est une occasion de la poser. Allô? Salut! Pour pouvoir parler d'un phénomène aussi complexe que le selfie, il fallait commencer par le comprendre nous-mêmes. Rester ouvert d'esprit parce que on n'a quand même pas le même point de vue, Max et moi, à ce sujet-là. Moi, j'adore poster des selfies sur Instagram. Ouais, moi, je suis pas un praticien du selfie. Mais ce qu'il fallait surtout, c'était essayer de regarder ça dans toutes ses nuances. On a lu, pour commencer ce livre-là, The Self-Portrait, A Cultural History de James Hall. On a regardé beaucoup de selfies aussi, notamment dans ce livre-là, 500 Self-Portraits, publié par Phaidon. L'intérêt de ce livre-là est qu'il est à peu près 100% graphique. On a fini par Autofocus, qui lui se concentre spécifiquement sur l'autoportrait photographique en art contemporain. On a aussi lu des textes, beaucoup de textes en ligne. Plus académiques, notamment de André Gunther, Alice Tiefenthal, puis Rachel Syme. Envoyez-nous vos commentaires, envoyez-nous des liens pertinents. Vous pouvez partager la vidéo. Oui, partagez votre chat aussi. Oui, on a un petit chat qui est là. Abonnez-vous à Observatoire. Vous pouvez aussi nous encourager sur Patreon. Exact. Aucune obligation de votre part. Pas d'obligation. Sinon, on se revoit la prochaine fois. Ciao!